Chapitre 12. Le Patronus. Harry savait qu'Hermione n'avait eu que de bonnes intentions en agissant ainsi, mais il ne pouvait s'empêcher de lui en vouloir. Pendant quelques heures, il avait été l'heureux propriétaire du meilleur balai du monde, et à présent, à cause d'elle, il ne savait plus s'il le reverrait un jour. Il était absolument sûr que l'éclair de feu fonctionnait à merveille, mais dans quel état serait-il après avoir subi toute une série de contresorts? Ron était aussi furieux contre Hermione. Pour lui, démonter un éclair de feu flambant neuf constituait un véritable sacrilège. Hermione, convaincue d'avoir agi pour le mieux, évita désormais la salle commune. Harry et Ron pensèrent qu'elle avait dû se réfugier dans la bibliothèque et n'essayèrent pas d'aller la chercher. Finalement, ils ne furent pas mécontents de voir revenir les autres élèves de l'école quelques jours après le nouvel an. Très vite, la tour de Gryffondor retrouva sa foule et son agitation habituelle. Dubois vint voir Harry la veille de la rentrée. « Tu as passé un bon Noël ?» demanda-t-il. Puis, sans attendre la réponse, il s'assit et ajouta à voix basse. « J'ai réfléchi pendant les vacances. Après ce qui s'est passé le jour du dernier match, tu comprends, si les détraqueurs reviennent pendant le prochain, on ne peut pas se permettre de... Enfin... » Dubois s'interrompit mal à l'aise. « Je suis en train de faire quelque chose pour que ça s'arrange, » répondit précipitamment Harry. « Le professeur Lupin a dit qu'il allait m'entraîner à repousser les détraqueurs. On devrait commencer cette semaine. Il m'a dit qu'il aurait du temps après Noël. »« Ah !» s'exclama Dubois, le regard soudain plus clair. « Dans ce cas, tu sais, je ne voudrais pas te perdre comme attrapeur, Harry. Tu as commandé un nouveau balai ?»« Non, » dit Harry. « Quoi ? Il faudrait te dépêcher. Tu ne peux quand même pas monter sur cette vieille étoile filante dans le match contre Serdaigle. »« Il a reçu un éclair de feu pour Noël, » dit Ron. « Un éclair de feu ? Non, tu plaisantes. Un vrai éclair de feu. »« Ne t'énerve pas, Olivier, » dit sombrement Harry. « Je ne l'ai plus. Il a été confisqué. » Il lui raconta alors toute l'histoire. « Le balai aurait été ensorcelé, » s'étonna Dubois. « Qui aurait fait ça ?»« Sirius Black, » répondit Harry d'une voix lasse. « Il paraît qu'il veut ma peau, et McGonagall pense que c'est peut-être lui qui me l'a envoyé. »« Mais Black n'aurait jamais pu acheter un éclair de feu. Il est en fuite et tout le pays est à ses trousses. Comment veux-tu qu'il entre dans un magasin pour acheter un balai ?»« Je sais, » répondit Harry. « Mais McGonagall insiste pour qu'il soit entièrement démonté. » Dubois pâlit. « Je vais aller lui parler, Harry, promit-il. Je vais la raisonner. Un éclair de feu, un véritable éclair de feu dans notre équipe. Elle souhaite la victoire de Gryffondor autant que nous. Je vais la convaincre. Un éclair de feu. » Les cours reprirent le lendemain. Harry avait hâte de retourner en classe de défense contre les forces du mal. Après sa conversation avec Dubois, il voulait apprendre le plus vite possible à se défendre contre les détraqueurs. « Ah oui, » dit Lupin, lorsque Harry vint le voir à la fin du cours pour lui rappeler sa promesse. « Voyons, 8h du soir, jeudi, ça vous convient? La salle d'histoire de la magie devrait être suffisamment grande. Il faut que je réfléchisse à la façon dont nous allons nous y prendre. Nous ne pouvons pas faire venir un vrai détraqueur au château pour nous entraîner. »« Il a toujours mauvaise mine, tu ne trouves pas ?» dit Ron sur le chemin de la grande salle où il se rendait pour aller dîner. « Qu'est-ce qu'il a, à ton avis ?»« Non mais vraiment, » lança quelqu'un derrière eux. C'était Hermione. Elle était assise au pied d'une armure et rangeait des livres dans son sac plat à craquer qu'elle n'arrivait pas à refermer. « Non mais vraiment quoi ?» dit Ron avec mauvaise humeur. « Rien, » dit Hermione d'un ton hautain en hissant son sac sur l'épaule. « Pourquoi tu dis non mais vraiment au moment où je demande ce qu'a Lupin ? » « C'est évident, non ?» répondit Hermione avec une expression exaspérante de
veux rien nous dire, ne dis rien, grogna Ron. Très bien, dit Hermione d'un air dédaigneux en s'éloignant dans le couloir. Elle en sait pas plus que nous, dit Ron. Elle voudrait simplement qu'on recommence à lui parler. À 8 heures le jeudi soir, Harry quitta la tour de Gryffondor pour se rendre dans la salle d'histoire de la magie. Lorsqu'il arriva, la salle était vide et plongée dans l'obscurité. Il alluma les lampes d'un coup de baguette magique et attendit. 5 minutes plus tard, le professeur Lupin entra dans la classe avec une grande caisse en bois qu'il posa sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Harry. « Un autre épouvantard, » répondit Lupin en enlevant sa cape. « J'en ai cherché dans tout le château depuis mardi dernier et heureusement, j'ai fini par en trouver un dans l'armoire de Rusard. C'est ce qui peut se rapprocher le plus d'un vrai détraqueur. Quand il vous verra, l'épouvantard va prendre l'aspect d'un détraqueur et nous pourrons donc nous entraîner sur lui. Quand on ne s'en servira pas, je le garderai dans mon bureau. »« D'accord, » dit Harry en essayant de cacher son appréhension. Le professeur Lupin sortit sa baguette magique et fit signe à Harry d'en faire autant. « Le sortilège que je vais vous enseigner, Harry, est un acte de magie très avancé qui dépasse de très loin le niveau de la sorcellerie de premier cycle. On l'appelle le sortilège du Patronus. »« Comment ça marche ?» demanda Harry avec inquiétude. « Si le sortilège se déroule normalement, vous verrez apparaître un Patronus. C'est-à-dire une sorte d'anti-détraqueur, un protecteur qui jouera le rôle de bouclier entre vous et le détraqueur. » Harry s'imagina blotti derrière un être de la taille de Hagrid, brandissant une énorme massue. Le Patronus, poursuivit le professeur Lupin, représente une forme positive, une projection de tout ce qui sert de nourriture au détraqueur. L'espoir, le bonheur, le désir de vivre. Mais à l'inverse des humains, le Patronus ne peut pas ressentir de désespoir et le détraqueur ne peut donc pas lui faire de mal. Je dois cependant vous avertir, Harry, que ce sortilège est peut-être trop complexe pour vous. De nombreux sorciers hautement qualifiés ont des difficultés à le mettre en pratique. « À quoi ressemble un Patronus ?» demanda Harry. « Chacun est unique. Il change de forme selon le sorcier qui le fait apparaître. »« Et comment le fait-on apparaître ?»« En prononçant une incantation qui ne produira son effet que si vous vous concentrez de toutes vos forces sur un souvenir particulièrement heureux. » Harry chercha les souvenirs les plus heureux de sa vie. Après un moment de réflexion, il choisit le premier jour où il s'était envolé sur un balai. « Je suis prêt, » dit-il en s'efforçant de se rappeler le plus précisément possible la meilleure sensation qu'il avait éprouvée quand il s'était élevé pour la première fois dans les airs. Voici l'incantation qu'il faut prononcer. Lupin s'éclaircit la gorge et dit « Spero patronum. »« Spero patronum, » répéta Harry à mi-voix. « Spero patronum. » Vous êtes bien concentré sur votre souvenir ? Oh oui, répondit Harry en ramenant ses pensées sur ce premier vol en balai. Spero patrono, non, patronum, excusez-moi. Spero patronum, spero patronum. Quelque chose jaillit alors de l'extrémité de sa baguette magique, comme une fumée argentée. « Vous avez vu » s'exclama Harry, enthousiaste. « Ça a marché. »« Très bien, » dit Lupin en souriant. « Vous êtes prêt à essayer sur un détraqueur ?»« Oui, » dit Harry, la main crispée sur sa baguette. Il essaya de se concentrer sur le vol du balai, mais quelque chose d'autre essayait de détourner son attention. À tout instant, la voix de sa mère pouvait à nouveau retentir dans sa tête, mais il ne devait surtout pas y penser, sinon il l'entendrait vraiment et il ne le voulait surtout pas, ou peut-être qu'il le souhaitait malgré lui. Lupin saisit le couvercle de la caisse et le souleva. Aussitôt, un détraqueur s'éleva lentement, la tête dissimulée sous une cagoule, une main luisante, putréfiée, serrant sa cape. Les lampes qui éclairaient la classe vacillèrent puis s'éteignirent. Le détraqueur sortit de la caisse en bois et
s'avança lentement vers Harry. Celui-ci entendit le bruit caractéristique de sa respiration, semblable à un râle, tandis qu'une vague glacée se répandait dans tout son corps. « Spero patronum !» hurla Harry. « Spero patronum ! Spero !» Mais le détraqueur et toute la salle autour de lui semblaient se dissoudre. Harry se sentit une nouvelle fois happé par un brouillard blanc et épais. La voix de sa mère, plus puissante que jamais, résonna dans sa tête. « Non, pas Harry, je vous en supplie, je ferai ce que vous voudrez. Pousse-toi, idiote, allez, pousse-toi. » Harry reprit brusquement conscience. Il était étendu sur le plancher et les lampes s'étaient rallumées dans la classe. Il était inutile de demander ce qui s'était passé. « Désolé, » murmura-t-il en se redressant, le visage ruisselant d'une sueur froide. « Vous vous sentez bien ?» demanda Lupin. « Oui. » Harry se releva en s'accrochant à l'une des tables et s'appuya dessus pour se maintenir debout. « Tenez. » Lupin lui donna un choco-grenouille. « Mangez ça. Ensuite on recommencera, dit-il. Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez du premier coup. J'aurais même été stupéfait si ça avait été le cas. »« C'est de pire en pire, » marmonna Harry en croquant la tête de la grenouille. Cette fois, j'entendais ma mère encore plus fort. Et lui aussi, Voldemort. Lupin sembla encore plus pâle que d'habitude. « Harry, si vous préférez arrêter là, je le comprendrai très bien. »« Je veux continuer, » protesta Harry d'un ton féroce en engloutissant le reste du choco-grenouille. « Il le faut. Qu'est-ce qui se passera si les détraqueurs arrivent pendant le match contre Serdaigle? Je ne peux pas me permettre de faire une nouvelle chute. Si nous perdons ce match, nous aurons perdu la coupe. »« Très bien. Dans ce cas, dit Lupin, peut-être faudrait-il vous concentrer sur un autre de vos souvenirs heureux. Celui-ci ne semble pas être suffisamment intense. » Harry réfléchit un moment et décida que le moment où Gryffondor avait remporté la Coupe des 4 Maisons l'année dernière était véritablement un très heureux souvenir. Il serra à nouveau les doigts sur sa baguette magique et s'avança au milieu de la salle. « Prêt ?» dit Lupin en posant les mains sur le couvercle de la boîte. « Prêt » répondit Harry. Il se concentra sur la victoire de Gryffondor en s'efforçant de chasser de son esprit toutes ses appréhensions sur ce qui se passerait lorsque la caisse s'ouvrirait. « Allons-y, » dit Lupin. Il souleva le couvercle. Une fois de plus, les lumières s'éteignirent et un froid glacé se répandit dans la salle. Le détraqueur glissa hors de la caisse. On entendit le râle de sa respiration et une main putréfiée se tendit vers Harry. « Spero patronum !» hurla Harry. « Spero patronum ! Spero pat !» Le brouillard blanc engourdit son esprit. De gigantesques formes aux contours incertains bougeaient autour de lui. Il entendit alors une autre voix, celle d'un homme qui criait, pris de panique. « Lily, prends Harry et va-t'en. C'est lui, va-t'en, cours, je vais le retenir. » Quelqu'un qui trébuchait, une porte qui s'ouvrait à la volée, le gloussement d'un rire suraigu. « Harry, Harry, réveillez-vous !» Lupin tapotait vigoureusement les joues de Harry. Cette fois-ci, Harry mit plus longtemps à comprendre pourquoi il était étendu sur le parquet poussiéreux d'une salle de classe. « J'ai entendu mon père, » bredouilla-t-il. « C'est la première fois que j'entends sa voix. Il a essayé d'affronter Voldemort tout seul pour donner le temps à ma mère de s'enfuir. » Harry se rendit soudain compte que des larmes se mêlaient à la sueur qui ruisselait sur son visage. Il se pencha pour s'essuyer avec un pan de sa robe de sorcier, en faisant semblant de relasser sa chaussure pour que Lupin ne le voie pas pleurer. « Vous avez entendu James ?» dit Lupin d'une voix étrange. « Oui, » dit Harry en relevant la tête. « Pourquoi ? Vous connaissez mon père ?»« Oui,
nous étions élèves à Poudlard. Harry, je crois que nous ferions bien d'en rester là pour ce soir. Ce sortilège est beaucoup trop complexe. J'aurais jamais dû essayer de vous l'apprendre. Si, s'exclama Harry en se relevant, je veux essayer encore une fois. Je ne me concentre pas sur des souvenirs suffisamment heureux, voilà tout. Attendez. Il fouilla sa mémoire à la recherche d'un souvenir heureux, vraiment très heureux. Un souvenir qui pourrait se transformer en un puissant Patronus. Le moment où il avait découvert qu'il était un sorcier et qu'il allait quitter le Dursley pour faire ses études à Poudlard. Si ce souvenir-là n'était pas heureux, aucun autre ne pourrait l'être. Harry se concentra de toutes ses forces pour essayer de faire renaître en lui le bonheur qu'il avait éprouvé en apprenant qu'il allait échapper à Privet Drive. Prêt, dit Lupin qui ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de renouveler l'expérience. Vous êtes bien concentré. Allons-y. Il souleva le couvercle pour la 3e fois et le détraqueur se dressa. Les lumières s'éteignirent. Le froid se répandit. « Spero patronum » hurla Harry. « Spero patronum, spero patronum » Les cris avaient recommencé à résonner dans sa tête, mais cette fois, c'était comme s'ils provenaient d'une radio mal réglée. Leur intensité diminuait, augmentait, diminuait à nouveau. Harry voyait toujours le détraqueur qui s'immobilisa tout à coup. Alors, une immense ombre argentée jaillit de la baguette magique de Harry et flotta dans l'air, entre le détraqueur et lui. Harry avait l'impression que ses jambes s'étaient liquéfiées, mais il tenait toujours debout. Pour combien de temps encore, il ne le savait pas. Ridiculus, rugit Lupin en se précipitant. Il y eut un craquement sonore et le Patronus de Harry se volatilisa en même temps que le détraqueur. Harry se laissa tomber sur une chaise, les jambes tremblantes, comme s'il venait de courir plusieurs kilomètres. Du coin de l'œil, il vit le professeur Lupin obligé à rentrer dans sa caisse l'épouvantard qui avait repris la forme d'une sphère argentée. « Excellent !» s'exclama Lupin. « Bravo, Harry. C'était un très bon début. » « On peut faire un nouvel essai. Juste un. »« Non, pas maintenant, » répondit fermement Lupin. « Ça suffit pour ce soir. Tenez. » Il donna à Harry une grande barre du meilleur chocolat de chez Honeydews. « Mangez tout, sinon Madame Pomme-Fraîche sera furieuse contre moi. On recommence à la même heure la semaine prochaine. »« D'accord, » dit Harry. Il croqua un morceau de chocolat pendant que Lupin éteignait les lampes qui s'étaient rallumées lorsque le détraqueur avait disparu. Une pensée traversa alors l'esprit de Harry. « Professeur Lupin, dit-il, si vous avez connu mon père, vous avez dû connaître aussi Sirius Black. » Lupin se tourna vivement vers lui. « Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» dit-il sèchement. « Rien, je sais simplement que eux aussi étaient amis quand ils étaient à Poudlard. » Lupin se détendit. « Oui, dit-il, je le connaissais. Ou plutôt, je croyais le connaître. Vous feriez bien d'y aller, Harry. Il est tard. » Harry sortit de la salle, avança dans le couloir et s'assit sur le socle d'une armure pour finir sa barre de chocolat. Il regrettait d'avoir parlé de Black à Lupin, qui, de toute évidence, n'avait pas la moindre envie d'aborder le sujet. Harry repensa alors à sa mère et à son père. Il se sentait épuisé, étrangement vide, bien qu'il eût l'estomac plein de chocolat. Entendre répéter dans sa tête les dernières paroles prononcées par ses parents avant leur mort était une terrible épreuve, mais c'était aussi la première fois qu'il entendait leur voix depuis sa toute petite enfance. S'il voulait produire un Patronus efficace, cependant, il devait renoncer à toute tentation de les entendre à nouveau. « Ils sont morts, se dit-il gravement. Ils sont morts, et entendre des échos de leur voix ne les fera pas revivre. Il est temps de te ressaisir si tu veux gagner la coupe de Quidditch. » Il se leva, croqua le dernier morceau de chocolat et se dirigea vers la tour de Gryffondor. Une semaine après la reprise des cours, l'équipe des Serres d'Aigle joua son match contre les Serpentards. Ces derniers l'emportèrent, mais de peu. Si on en croyait Dubois,
C'était une bonne nouvelle pour les Gryffondors, qui prendraient la 2e place si eux aussi parvenaient à battre les Serres d'Aigle. Il porta donc le nombre des séances d'entraînement à 5 par semaine. Cela signifiait qu'avec les cours anti-détraqueurs de Lupin, qui étaient en eux-mêmes aussi épuisants que 6 séances d'entraînement de Quidditch, Harry ne disposait plus qu'un seul soir par semaine pour faire ses devoirs. Il supportait pourtant les contraintes de son emploi du temps beaucoup mieux qu'Hermione, qui paraissait écrasée par sa surcharge de travail. Chaque soir, dans un coin de la salle commune, elle étalait ses livres sur plusieurs tables et passait des heures à étudier, sans adresser la parole à personne. Je me demande comment elle y arrive, dit un jour Ron à Hermione. Ce soir-là, Hermione avait entassé tant de livres devant elle qu'on la voyait à peine. Comment elle arrive à quoi demanda Harry. À assister à tous ses cours. Ce matin, je l'ai vue avec la prof d'arithmancie. Elle parlait du cours d'hier, mais Hermione n'a pas pu y assister puisqu'elle était avec nous en classe aux soins aux créatures magiques. Et quelqu'un m'a dit qu'elle ne ratait jamais les cours sur les moldus, alors qu'ils ont presque tous lieu en même temps que ceux de divination. Et cela non plus, elle les manque jamais. Mais pour l'instant, Harry n'avait pas le temps de sonder les mystères de cet emploi du temps impossible, car lui-même avait un devoir à faire pour Rogue. 2 secondes plus tard, cependant, il fut interrompu par Dubois. « Mauvaise nouvelle, Harry. Je viens d'aller voir McGonagall pour lui parler de l'éclair de feu. Elle n'a pas été très aimable avec moi. Elle m'a dit que je me trompais de priorité. Elle avait l'air de penser que je m'occupais plus de gagner la coupe que de te garder en vie. Simplement parce que je lui ai dit que ça m'était égal que tu tombes de ton balai pourvu que tu attrapes le vif d'or avant ta chute. » Dubois hocha la tête d'un air incrédule. « Si tu l'avais entendu hurler, poursuivit-il, on aurait dit que j'avais proféré une énormité. Alors je lui ai demandé combien de temps elle comptait garder le balai. » Dubois fit une grimace et imita la voix sèche du professeur McGonagall. « Aussi longtemps que ce sera nécessaire, Dubois. Je crois qu'il est temps que tu commandes un nouveau balai, Harry. Il y a un bon de commande à la dernière page de Ballet Magazine. Tu pourrais peut-être prendre un Abus 2001 comme celui de Malfoy. » « Je n'achèterai jamais quelque chose que Malfoy possède déjà, » déclara Harry d'un ton sans réplique. Février arriva imperceptiblement, accompagné d'un temps toujours aussi glacial. La date du match contre les Serres d'Aigle se rapprochait, mais Harry n'avait toujours pas commandé de nouveaux balais. À la fin de chaque cours de métamorphose, il demandait au professeur McGonagall des nouvelles de son éclair de feu. Ron, plein d'espoir, restait à côté de lui pour écouter la réponse, tandis qu'Hermione se précipitait hors de la classe en détournant la tête. « Non, Potter, je ne peux toujours pas vous le rendre, » dit le professeur McGonagall pour la 12e fois, avant même que Harry ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Nous avons vérifié s'il n'avait pas subi les sortilèges les plus courants, mais le professeur Flitwick pense qu'il a peut-être été soumis à un maléfice de catapultage. N'ayez crainte, je vous le dirai lorsque toutes les vérifications seront terminées. En attendant, cessez de me harceler. Pour comble de malheur, les cours de défense contre les détraqueurs ne se déroulaient pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Après plusieurs séances, il réussit à produire une forme argentée, au contour incertain, chaque fois que l'épouvantard détraqueur s'approchait de lui. Mais son patronus était trop faible pour faire fuir le détraqueur. La forme argentée se contentait de flotter en l'air comme un nuage à demi transparent qui vidait Harry de toute son énergie en parvenant tout juste à maintenir le détraqueur à distance. Harry s'en voulait. Il se sentait coupable d'éprouver le désir confus d'entendre à nouveau la voix de ses parents. « Vous êtes trop exigeant avec vous-même, » lui dit gravement le professeur Lupin, alors qu'ils en étaient à leur 4e séance. Pour un sorcier de 13 ans, créer un patronus, même informe, constitue un beau résultat. Vous ne vous évanouissez plus, n'est-ce pas? Je pensais qu'un patronus attaquait les détraqueurs, répondit Harry découragé, qu'il les faisait disparaître. C'est ce que ferait un vrai patronus, approuva Lupin, et vous avez quand même obtenu une belle réussite en très peu de temps. Si les détraqueurs se montrent à nouveau lors du prochain match,
vous saurez les maintenir à distance suffisamment longtemps pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Vous m'avez dit que ce serait plus difficile s'il y en avait beaucoup, fit remarquer Harry. Je vous fais entièrement confiance, répondit Lupin avec un sourire. Tenez, vous avez bien mérité de boire quelque chose que je vous ai rapporté des 3 balais et que vous n'avez jamais goûté. Il sortit 2 bouteilles de son cartable. De la bière au beurre, s'exclama Harry sans y penser. J'aime beaucoup ça. Lupin haussa les sourcils. Ron et Hermione m'en ont rapporté de Préola, mentit Harry, qui venait de s'apercevoir de sa gaffe. Ah bon, dit Lupin, l'air toujours soupçonneux. Eh bien, buvons à la victoire de Gryffondor contre Serdaigle, bien que je ne sois pas censé prendre parti en tant que professeur, ajouta-t-il précipitamment. Ils burent en silence. Puis Harry lui posa une question qui le tracassait depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a sous la cagoule d'un détraqueur? Le professeur Lupin posa sa bouteille, l'air songeur. Les seules personnes qui l'aient jamais su ne sont plus là pour le dire. Lorsque les détraqueurs soulèvent leur cagoule, c'est pour faire usage de leur arme ultime. Et qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le baiser du détraqueur, dit Lupin, en esquissant un sourire. Ils le font subir à ceux qu'ils veulent détruire définitivement. Ils doivent avoir une espèce de bouche là-dessous, car il paraît que leur mâchoire se referme sur les lèvres de leur victime et qu'ils aspirent son âme. Quoi? Il tue, s'exclama Harry en reversant un peu de bière au beurre. Oh non, répondit Lupin. C'est bien pire que ça. On peut continuer à exister sans son âme, tant que le cœur et le cerveau fonctionnent. Et on n'a plus aucune conscience de soi, plus de mémoire, plus rien. Et plus aucune chance de guérison. On existe, c'est tout, comme une coquille vide. L'âme, elle, s'est définitivement envolée. Elle est perdue à jamais. C'est le sort qui attend Sirius Black. C'était écrit dans la Gazette du Sorcier ce matin. Le ministère a donné l'autorisation des dragueurs de lui infliger cet ultime châtiment, si on le retrouve. Harry resta abasourdi à l'idée qu'on puisse arracher l'âme de quelqu'un en l'aspirant par sa bouche. Puis il pensa à Black. « Il le mérite, dit-il brusquement. Vous croyez, dit Lupin d'une voix légère. Vous croyez vraiment que quiconque peut mériter ça? Oui, répondit Harry d'un ton de défi. Quand on a commis certaines choses. Il aurait voulu parler à Lupin de la conversation qu'il avait surprise aux 3 balais au sujet de la trahison de Black, mais il aurait fallu pour cela lui avouer qu'il s'était rendu à Préolard sans autorisation, et il savait que le professeur n'apprécierait guère cet exploit. Il finit donc sa bière au beurre sans rien ajouter, remercia Lupin et s'en alla. Harry regretta presque d'avoir demandé ce qu'il y avait sous la cagoule des détraqueurs, tant la réponse l'horrifiait. L'idée de se faire aspirer l'âme faisait naître en lui des pensées si abominables qu'il ne vit pas le professeur McGonagall et la heurta de plein fouet au milieu de l'escalier. « Regardez où vous allez, Potter. »« Désolé, professeur. Je vous ai cherché dans la salle commune de Gryffondor. Je voulais vous dire que nous avons fait toutes les vérifications possibles et que votre balai semble parfaitement normal. Vous avez un ami très généreux, Potter. » Harry resta bouche bée. Elle lui tendit son éclair de feu, qui paraissait aussi resplendissant qu'au premier jour. « Je peux vraiment le reprendre ?» demanda-t-il d'une voix timide. « Pour de bon. »« Pour de bon, » assura le professeur McGonagall en souriant, ce qui était rare chez elle. « Je crois que vous devriez l'essayer avant le match de samedi. Dites-moi, Potter, vous ferez tout ce que vous pourrez pour gagner, n'est-ce pas? Sinon, nous aurons perdu pour la 8e année consécutive, ainsi que me l'a aimablement fait remarquer le professeur Rogue. » Sans ajouter un mot, Harry reprit le chemin de la tour de Gryffondor, son éclair de feu dans les mains. Au détour d'un couloir, il aperçut Ron qui fonçait vers lui, en souriant d'une oreille à l'autre. « Elle te l'a rendu. Parfait, »
Est-ce que je pourrais l'essayer demain? Oui, quand tu voudras, répondit Harry, qui se sentait le cœur léger pour la première fois depuis un mois. Tu sais, on devrait peut-être se réconcilier avec Hermione. Elle croyait bien faire. D'accord, approuva Ron. Elle est dans la salle commune en train de travailler pour changer un peu. En arrivant devant la tour de Gryffondor, ils virent Neville long du bas qui parlementait avec le chevalier du Catogan. J'ai perdu le papier sur lequel j'avais écrit les mots de passe, gémit Neville. J'ai dû le laisser tomber quelque part. Fable que tout cela, rugit le chevalier. Je vous souhaite le bonsoir, mes jeunes aiguillés, ajouta-t-il en voyant arriver Harry et Ron. Jetez donc au cachot ce maroufle qui prétend s'introduire séant par la force. Ça suffit, taisez-vous, lança Ron. J'ai perdu les mots de passe, lamenta Neville. Comme ils changent tout le temps, j'écris tous ceux qu'il voulait utiliser cette semaine pour être sûr de les retrouver. Mais je sais plus que j'ai fait de la liste. Pas le sang bleu, dit Harry au chevalier qui parut profondément déçu et libéra à contre-cœur l'ouverture donnant accès à la salle commune. Un murmure enthousiaste les accueillit et Harry se retrouva entouré par les élèves de Gryffondor qui poussaient des exclamations émerveillées en contemplant l'éclair de feu. « Où est-ce que tu l'as eu, Harry? Tu me laisses l'essayer? Tu l'as déjà monté? Avec ça, les Serdaigle n'ont aucune chance. Est-ce que je peux le toucher, Harry ?» 10 minutes plus tard, après que le balai fut passé de main en main, la foule des admirateurs se dispersa et Harry et Ron virent enfin Hermione. Penchée sur son travail, elle était la seule à ne pas s'être précipitée sur eux et elle évita soigneusement leur regard. Lorsque Harry et Ron s'approchèrent de sa table, elle consentit enfin à lever les yeux. « Je l'ai récupéré, » dit Harry avec un grand sourire en lui montrant l'éclair de feu. « Tu vois, Hermione, il était parfaitement normal, » dit Ron. « Il aurait pu ne pas l'être, » répliqua Hermione. « Au moins maintenant, on est sûr qu'il n'est pas dangereux. »« Oui, sans doute, » dit Harry. « Je ferais bien d'aller le ranger. »« Je m'en occupe, » dit vivement Ron. « Faut que j'aille donner son médicament à Croutard. » Il prit l'éclair de feu et monta l'escalier en tenant le balai avec autant de précaution que s'il avait été en cristal. « Je peux m'asseoir à côté de toi ?» demanda Harry. « Pourquoi pas ?» répondit Hermione en ôtant d'une chaise une grosse pile de parchemins. « Comment tu t'y prends pour réussir à faire tout ça ?» s'étonna Harry en regardant l'impressionnante quantité de livres qui s'étalaient sur la table. « Il suffit de travailler dur, » répondit Hermione. Vu de près, Harry s'aperçut qu'elle avait l'air aussi fatiguée que Lupin. « Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas tomber une ou deux matières ?»« Je pourrais jamais faire une chose pareille, » s'indigna Hermione. « L'arithmancie, ça m'a l'air horriblement ennuyeux, » dit Harry en regardant une table de calcul très compliquée. « Oh non, c'est passionnant, c'est ma matière préférée, c'est... » Mais Harry ne sut jamais en quoi l'arithmancie était si passionnante, car à ce moment précis, un cri étranglé retentit dans le dortoir des garçons. La salle commune plongea dans un grand silence, tandis que des pas précipités descendaient l'escalier. Ron surgit alors au bas des marches, traînant un drap derrière lui. « Regarde !» hurla-t-il en se ruant vers Hermione. « Regarde !» répéta-t-il en lui agitant le drap sous le nez. « Ron, qu'est-ce que... Croutard, regarde ! Regarde, Croutard !» Hermione, penchée en arrière, essayait de s'éloigner de Ron, fou de rage. Harry regarda le drap. Il y avait une tache rouge au milieu. Quelque chose qui ressemblait à... « Du sang !» s'écria Ron. « Croutard a disparu. Et tu sais ce qu'il y avait par terre ?» « Non !» balbutia Hermione d'une voix tremblante. Ron jeta quelque chose sur le livre ouvert devant elle. Harry et Hermione se penchèrent sur la table et virent de longs poils de chat d'une couleur orangée. Chapitre 13. Gryffondor contre Serdaigle. Il semblait que c'en était fini de l'amitié entre Ron et Hermione.
Chacun était si furieux contre l'autre que Harry ne voyait pas comment ils pourraient jamais se réconcilier. Ron était furieux qu'Hermione n'ait jamais pris au sérieux les tentatives de Patenron de dévorer Croutard. Jamais elle n'avait fait l'effort de le surveiller de près, et maintenant encore, elle prétendait que Patenron était innocent, et que Ron ferait bien d'aller voir si Croutard ne se cachait pas sous un lit. Elle affirmait, sans en démordre, que Ron était incapable de prouver que Patenron avait mangé Croutard. D'après elle, les poils du chat se trouvaient peut-être là depuis Noël, et d'ailleurs, affirmait-elle, Ron avait toujours eu un préjugé contre Patenron depuis le jour où il lui avait sauté dessus dans la ménagerie magique. Harry, lui, était convaincu que Patenron avait bel et bien dévoré Croutard, et lorsqu'il fit valoir à Hermione que tous les indices tendaient à le prouver, elle se fâcha également contre lui. « Tu prends parti pour Ron, très bien. De toute façon, j'en étais sûre. D'abord l'éclair de feu, ensuite Croutard, toute peut-être ma faute, bien entendu. Et maintenant, si tu me laissais tranquille, Harry, j'ai beaucoup de travail à faire. » Ron avait été très affecté par la perte de son rat. « Allons, Ron, souviens-toi, tu n'arrêtais pas de répéter que Croutard était terriblement ennuyeux, dit Fred. Ça fait une éternité qu'il était patraque. Il était au bout du rouleau. C'est sans doute une bonne chose pour lui d'en avoir fini rapidement. Le chat n'a dû en faire qu'une bouchée. Il a sûrement rien senti. »« Fred, » s'indigna Ginny. « Tout ce qu'il savait faire, c'était manger et dormir, tu l'as dit toi-même, » ajouta George. « Un jour, il nous a débarrassés de Goyle en le mordant, » répliqua Ron d'un air accablé. « Tu te souviens, Harry ?»« C'est vrai, » dit Harry. « Son heure de gloire, » dit Fred, incapable de garder son sérieux. « Que la cicatrice sur le doigt de Goyle témoigne de cet acte de bravoure. Allez, Ron, va donc faire un tour à Préolard et achète-toi un nouveau rat. À quoi ça sert de se lamenter ?» Dans une ultime tentative pour lui remonter le moral, Harry proposa à Ron d'assister à la dernière séance d'entraînement avant le match contre Serdaigle. Comme ça, il pourrait essayer l'éclair de feu lorsqu'ils auraient fini. Enthousiasmé par cette idée, Ron oublia Croutard pendant un moment et Harry l'emmena aussitôt sur le terrain de Quidditch. Madame Bibine, qui continuait d'assister aux entraînements de Gryffondor pour veiller sur Harry, fut aussi impressionnée que les autres par l'éclair de feu, et elle l'examina si longuement sous tous les angles que Dubois finit par s'impatienter. « Madame Bibine, dit-il au bout d'un moment, est-ce que Harry pourrait récupérer son balai ? Faudrait qu'on commence l'entraînement. »« Oh, mais bien sûr, allez-y, Potter, » dit Madame Bibine en rendant son balai à Harry. Elle alla s'asseoir dans les gradins en compagnie de Ron, pendant que l'équipe de Gryffondor se rassemblait autour de son capitaine pour écouter ses dernières instructions. « Harry, dit-il, je viens d'apprendre que c'est Cho Chang qui va jouer contre l'attrapeur comme attrapeur chez les Serdaigle. Elle est en 4e année et c'est une très bonne joueuse. Elle s'est blessée récemment, mais j'espérais qu'elle ne serait pas disponible. Malheureusement, » Dubois fronça les sourcils, visiblement contrarié que Cho Chang eût guéri si vite. « L'avantage, reprit-il, c'est qu'elle a un comète 260, c'est-à-dire une plaisanterie par rapport à un éclair de feu. Bon, allons-y maintenant. » Pour la première fois, Harry put enfin enfourcher son éclair de feu et décoller. C'était encore mieux que tout ce qu'il avait pu imaginer. À la moindre caresse, l'éclair de feu virait avec une précision incomparable. C'était comme s'il avait obéi à ses pensées plutôt qu'à ses gestes. Harry traversa tout le terrain à une telle vitesse que le stade autour de lui s'en transforma en un mélange confus teinté de vert et de gris. Il prit ensuite un virage si serré qu'Alicia Spinett poussa un cri de terreur. Puis il descendit en piqué jusqu'à frôler l'herbe du bout des pieds avant de remonter en chandelle jusqu'à une hauteur de 15 mètres. « Harry,
Je lâche le vif d'or, cria Dubois. Harry vira et fit la course avec un cognard qui n'eut aucun mal à dépasser. Il vit alors le vif d'or filer dans les airs et ne mit pas plus de 10 secondes à l'attraper au creux de sa main. Les acclamations enthousiastes de ses coéquipiers retentirent dans le stade. Harry relâcha le vif d'or, lui laissa prendre 1 minute d'avance, puis se lança à sa poursuite en se faufilant entre les joueurs. Il le repéra près du genou de Katy Bell, fondit sur elle, la contourna aisément et attrapa à nouveau le vif d'or. Ce fut leur meilleure séance d'entraînement. L'équipe, galvanisée par la présence de l'éclair de feu, se surpassa, et lorsque tout le monde fut redescendu sur la pelouse, Dubois n'adressa pas la moindre critique à ses joueurs, ce qui était bien la première fois, comme le fit remarquer George Weasley. « Je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter demain, » s'exclama Dubois. « À moins que... Harry, tu as réglé ton problème avec les détraqueurs ?»« Oui, » répondit Harry, en pensant à son maigre patronus qu'il aurait souhaité plus consistant. « Les détraqueurs ne reviendront pas, Olivier. Dumbledore serait fou furieux, assura Fred. « Espérant que tu as raison, dit Dubois. En tout cas, vous avez fait du bon travail tous. On retourne au château. Couchez-vous de bonne heure. »« Je reste encore un peu, dit Harry. Ron voudrait essayer l'éclair de feu. » Et tandis que les joueurs rentraient au vestiaire, Harry alla rejoindre Ron, qui était redescendu sur le terrain. Madame Bibine, elle, s'était endormie sur son gradin. « Vas-y, dit Harry en tendant l'éclair de feu à Ron. Avec une expression extatique sur le visage, Ron enfourcha le balai et se leva dans le crépuscule sous le regard de Harry. Lorsque Madame Bibine s'éveilla en sursaut, la nuit était tombée. Elle était furieuse qu'il ne l'ait pas réveillée avant et insista pour qu'il rentre immédiatement au château. Harry, son balai sur l'épaule, quitta le stade en compagnie de Ron, tous deux rivalisant d'éloges sur les performances de l'éclair de feu. Ils étaient à mi-chemin du château lorsque Harry aperçut soudain sur sa gauche quelque chose qui lui fait l'effet d'un coup de poing à l'estomac. Une paire d'yeux qui brillait dans l'obscurité. Il se figea sur place, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'étonna Ron. Harry tendit le doigt. Ron sortit sa baguette magique et murmura « Lumos ». Un rayon de lumière traça un sillon dans l'herbe, et illumina un arbre. Accroché à une branche, Patenron se tenait à l'affût. « Fiche le camp de toi, de là, toi. » « De toi là. » rugit Ron. Il se pencha pour ramasser une pierre, mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, le chat avait disparu dans un éclair orangé. « Tu as vu ?» dit Ron en laissant tomber la pierre. « Elle le laisse aller où il veut. Il va sans doute croquer 1 ou 2 oiseaux en guise de dessert après avoir dévoré Croutard. » Harry resta silencieux. Il se contenta de pousser un long soupir de soulagement. Pendant un instant, il avait cru que ses yeux brillants étaient ceux du Sinistros. Ron et lui reprirent le chemin du château, un peu honteux de s'être laissé aller à ce moment de panique. Harry ne dit rien à Ron et garda les yeux fixés droit devant lui jusqu'à ce qu'ils aient atteint la lumière rassurante du hall d'entrée. Le lendemain, Harry descendit prendre son petit déjeuner en compagnie de ses camarades de dortoir qui estimaient que l'éclair de feu méritait une sorte de garde d'honneur. Lorsqu'il entra dans la grande salle, tous les regards se tournèrent vers l'éclair de feu et des murmures enthousiastes s'élevèrent de toutes parts. Harry constata avec satisfaction que les Serpentards paraissaient comme foudroyés. « T'as vu sa tête ?» dit Ron d'un ton ravi en se retournant vers Malfoy. « Il a l'air de pas y croire. C'est parfait. » Dubois, lui aussi, prenait sa part de la gloire qui s'attachait à l'éclair de feu. « Mets-le ici, Harry, » dit-il en posant le balai au milieu de la table, de telle sorte que le nom et de la marque soient bien visibles. Les élèves de Serre d'Aigle et de Poufsouffle s'approchèrent pour contempler l'objet.
Cédric Diggory vint féliciter Harry d'avoir si avantagement remplacé son imbus de mille, et Pénélope d'Auclair, la petite amie de Percy, demanda la permission de prendre le balai entre ses mains. « Attention, Pénélope, pas de sabotage », dit Percy d'un ton amusé, tandis qu'elle examinait l'éclair de feu. « Pénélope et moi, on a fait un pari, » expliqua-t-il à l'équipe de Gryffondor, 10 galions d'or sur le résultat du match. Pénélope reposa l'éclair de feu, remercia Harry et retourna à la table des serres d'aigle. « Harry, débrouille-toi pour gagner, » chuchota précipitamment Percy. « Je n'ai pas 10 galions d'or. »« J'arrive, Penny. » Et il courut la rejoindre à sa table pour partager un toast avec elle. « Tu es sûr que tu sauras piloter ce balai, Potter ?» dit une voix traînante et glaciale. Drago Malfoy s'était approché pour jeter un coup d'œil au balai, suivi de Crabbe et de Goyle. « Je pense que oui, » répondit Harry d'un ton dégagé. « Il a beaucoup d'accessoires, n'est-ce pas ?» dit Malfoy, les yeux pétillants de malveillance. « Dommage qu'il n'ait pas de parachute, au cas où un des traqueurs passerait par là. » Crabbe et Goyle ricanèrent. « Dommage que tu ne puisses pas te greffer un troisième bras, » répliqua Harry. « Pourrait peut-être attraper le vif d'or à ta place. » Les joueurs de Gryffondor éclatèrent d'un rire sonore. Malfoy plissa ses petits yeux délavés et tourna les talons. Il rejoignit l'équipe des Serpentards, qui se rassembla aussitôt autour de lui, sans doute pour lui demander si le nouveau balai de Harry était bien un véritable éclair de feu. À 11h moins le quart, les joueurs de Gryffondor prirent la direction des vestiaires. Le temps avait complètement changé depuis leur match contre Poufsouffle. Le ciel était à présent clair et frais, et une petite brise soufflait par instant. Cette fois, il n'y aurait plus aucun problème de visibilité, et Harry, malgré son trac, ressentait l'excitation que seule la perspective d'un match de Quidditch pouvait provoquer en lui. Pendant que les élèves de Poudlard envahissaient les gradins du stade, Harry ôta sa robe noire et glissa sa baguette magique sous son t-shirt, en espérant de toutes ses forces qu'il n'aurait pas à s'en servir. Il se demanda soudain si le professeur Lupin avait pris place dans les tribunes. « Vous savez ce qu'on a à faire, » dit Dubois, lorsqu'ils furent prêts à quitter les vestiaires. « Si nous perdons ce match, nous ne serons plus dans la course. Soyez aussi brillants qu'à l'entraînement d'hier, et tout ira bien. » Ils entrèrent alors sur le terrain, sous les acclamations du public. Les joueurs de Serre d'Aigle, vêtus de bleu, étaient déjà là. Cho Chang, qui jouait au poste d'attrapeur, était la seule fille de leur équipe. Elle avait une tête de moins que Harry, et celui-ci, malgré sa nervosité, ne manqua pas de constater qu'elle était particulièrement jolie. Lorsque les deux équipes se firent face, alignées derrière leur capitaine, elle adressa à Harry un sourire qui lui donna une étrange sensation au creux de l'estomac. Et cette fois, le trac n'y était pour rien. « Dubois et Davies, serrez-vous la main, » dit Madame Bibine. Dubois serra la main du capitaine des Serres d'Aigle. « Enfourchez vos balais. Attention à mon coup de sifflet. 3, 2, 1. » Harry décolla, et l'éclair de feu fila plus haut et plus vite que tous les autres balais. Il amorça un tour du stade et commença à chercher le vif d'or des yeux en écoutant le commentaire du match assuré par Lee Jordan, un ami de Fred et George Weasley. « Ça y est, c'est parti !» s'exclama Jordan. « Le clou de ce match, c'est bien sûr l'éclair de feu monté par Harry Potter de l'équipe de Gryffondor. Si l'on n'en croit pas les magazines, l'éclair de feu a été choisi cette année par les équipes nationales qui participeront au championnat du monde. » « Jordan, vous voudriez bien commenter ce qui se passe sur le terrain ?» interrompit le professeur McGonagall. « Vous avez raison, professeur. Je donnais simplement les dernières nouvelles. Signalons au passage que l'éclair de feu est équipé d'un frein automatique intégré. Jordan. » Très bien, très bien. L'équipe de Gryffondor est à l'attaque. Cathy Bell se rapproche des buts adverses. L'œil aux aguets,
prêt à agir au moindre scintillement doré. Harry croisa Cathy à pleine vitesse et remarqua que Cho Chang le suivait de près. Elle volait avec beaucoup d'habileté, coupant sans cesse sa trajectoire pour l'obliger à changer de direction. « Montre-lui tes accélérations, Harry !» lui cria Fred en fonçant sur un cognard qui avait pris Alicia pour cible. Harry donna toute la puissance de son balai et Cho fut incapable de le suivre. Au moment où Cathy marquait le premier but, déchaînant les acclamations des Gryffondors, il l'aperçut enfin. Le vif d'or était près du sol, voltant à proximité d'une barrière. Harry plongea en piqué. Cho remarqua aussitôt son changement de trajectoire et fonça vers lui. Harry, surexcité, accéléra à fond. Les descentes en piqué étaient l'une de ses spécialités. Il n'était plus qu'à 3 mètres. Un cognard, renvoyé par un batteur des Serres d'Aigle, surgit alors devant lui. Harry vira en catastrophe et réussit à éviter d'extrême justesse, mais le vif d'or avait mis ses quelques secondes à profit pour disparaître. Il y eut un grand « oh » de déception parmi les supporters de Gryffondor, mais aussi de très nombreux applaudissements parmi ceux de Serres d'Aigle pour saluer le joli coup de leur batteur. George Weasley donna libre cours à sa mauvaise humeur en renvoyant de toutes ses forces le deuxième cognard vers le batteur adverse qui dut faire un tonneau pour l'éviter. Gryffondor mène par 80 points à 0 et regardez un peu les performances de l'éclair de feu. Potter arrive à lui faire ce qu'il veut maintenant. Vous avez vu comment il prend ses virages. La comète de Jung ne fait pas le poids. Jordan, vous avez reçu de l'argent pour faire la publicité de l'éclair de feu ou quoi? Concentrez-vous sur le commentaire du match. L'équipe de Serres d'Aigle rattrapait son retard. Il avait maintenant marqué 3 buts, ce qui réduisait d'avance de Gryffondor à 50 points. Si Cho attrapait le vif d'or avant Harry, Serres d'Aigle gagnerait le match. Harry jetait autour de lui des regards frénétiques. Soudain, il y eut un reflet d'or, un battement d'ailes minuscule. Le vif d'or contournait les buts de Serres d'Aigle. Harry accéléra, les yeux fixés sur le point doré, mais un instant plus tard, Cho surgit devant lui, au travers de sa trajectoire. « Harry, c'est pas le moment d'être galant !» rugit Dubois, tandis que Harry faisait une embardée pour éviter la collision. « Fais-la tomber de son balai s'il le faut !» Harry jeta un coup d'œil à Jo. Elle souriait. Le vif d'or, lui, avait à nouveau disparu. Harry prit de l'altitude et s'éleva de plusieurs mètres. Du coin de l'œil, il vit que Jo le suivait. Elle avait décidé de calquer sa trajectoire sur la sienne plutôt que de chercher elle-même le vif d'or. Très bien. Si elle tenait tant que ça à le suivre, elle devrait en subir les conséquences. Il plongea à nouveau en piqué. Jo, croyant qu'il avait repéré le vif d'or, essaya de le suivre. Harry remonta brusquement en chandelle, tandis que poursuivant sur sa lancée, elle continua de foncer vers le sol. Il s'éleva alors à la vitesse d'un boulet et aperçut à nouveau le vif d'or qui brillait loin au-dessus du terrain, au-dessus des buts adverses. Il accéléra. Jo aussi, mais elle se trouvait à une altitude très inférieure à la sienne. Harry gagnait de terrain sur le vif d'or. Soudain, « Oh !» s'écria Jo en montrant quelque chose du doigt. Harry jeta un coup d'œil en bas. 3 des traqueurs encagoulés, vêtus de leurs capes noires, les regardaient. Harry n'hésita pas. Plongeant la main sous son t-shirt, il sortit sa baguette magique et se mit à hurler « Spero Patronum !» Une forme argentée, gigantesque, jaillit alors de l'extrémité de sa baguette. Il savait qu'il avait visé directement les détraqueurs, mais il ne prit pas le temps de regarder ce qui se passait. Pas le miracle, il était resté lucide et avait presque rattrapé le vif d'or. Il tendit la main, sans lâcher sa baguette, et parvint à refermer les doigts sur la petite balle ailée qui essayait en vain de lui échapper. Le sifflet de Madame Bibine retentit. Harry vira en sens inverse et vit une demi-douzaine de silhouettes écarlates qui fonçaient vers lui. Un instant plus tard, ses 6 coéquipiers l'étreignirent avec tant de force qu'il faillit tomber de son balai. Montant des gradins, il entendit les acclamations enthousiastes des supporters de Gryffondor. « Ce type est formidable !» répétait Dubois à plein poumon.
Alicia, Angelina et Candy avaient toutes les trois embrassé Harry, et Fred le serra si fort contre lui que Harry se demanda s'il n'allait pas lui arracher la tête. Dans une totale confusion, l'équipe de Gryffondor parvint à atterrir sur la pelouse. Harry descendit de son balai et vit une nuée de supporters qui envahissaient le terrain, Ron à leur tête. En un instant, il fut englouti par une foule déchaînée. « Bravo !» hurla Ron en levant le bras de Harry. « Bravo, bravo !»« Magnifique, Harry !» lança Percy, l'air ravi. « Je vais gagner 10 galions d'or. Excuse-moi, il faut que j'aille voir Pénélope. » Ça, c'était quelque chose, rugit Hagrid dont la tête dépassait de la foule des supporters. « Remarquable Patronus !» dit une voix à l'oreille de Harry. Harry se retourna et vit le professeur Lupin qui paraissait à la fois ébranlé et content. « Les détraqueurs ne m'ont rien fait !» s'exclama Harry surexcité. « Je n'ai rien ressenti. »« C'est parce que c'était pas des détraqueurs, » répondit le professeur Lupin. « Venez voir. » Il emmena Harry jusqu'au bord du terrain. « Vous avez fait très peur à Monsieur Malfoy, dit-il. » Harry vit alors Malfoy, Crabbe et Goyle et Marcus Flint, allongés par terre les uns sur les autres, empêtrés dans de longues capes noires, avec des cagoules assorties, dont ils essayaient de se débarrasser. D'après la façon dont ils étaient tombés, il semble que Malfoy était monté sur les épaules de Goyle. Le professeur McGonagall, une expression d'intense fureur sur le visage, se tenait devant eux. « Un stratagème lamentable !» hurla-t-elle. Une tentative lâche et abjecte pour déstabiliser l'attrapeur de Gryffondor. Vous aurez tous une retenue, et j'enlève 50 points à Serpentard. Soyez certains que je parlerai de cette histoire au professeur Dumbledore. Ah, justement, le voilà. Rien ne pouvait mieux couronner la victoire de Gryffondor. Ron, qui avait rejoint Harry, se tenait les côtes en regardant Malfoy empêtré dans sa cape, tandis que Goyle n'arrivait même pas à sortir sa tête à l'air libre. « Viens, Harry, dit George. Il y a une fête dans la salle commune de Gryffondor. »« J'arrive, » dit Harry. Il y avait longtemps qu'il ne s'était senti aussi heureux. Accompagné de ses coéquipiers encore vêtus de leur robe écarlate, il sortit du stade et prit la direction du château. C'était comme s'ils avaient déjà gagné la coupe de Quidditch. La fête dura toute la journée et se prolongea jusqu'à une heure avancée de la nuit. Fred et George disparurent pendant 2 heures et revinrent les brins chargés de bouteilles de bière au beurre, de soda à la citrouille et de plusieurs sacs de friandises de chez Honeydews. « Comment vous avez fait ça ?» s'étonna Angelina Johnson d'une petite voix aiguë, tandis que George distribuait des crapauds à la menthe. « Nous avons été un peu aidés par Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru, murmura Fred à l'oreille de Harry. Une seule personne avait refusé de se joindre aux festivités. Inexplicablement, Hermione, restée assise dans un coin, a essayé de lire un énorme volume intitulé « Vie et mœurs des Moldus de Grande-Bretagne ». Harry s'approcha d'elle. « Tu es venu voir le match ?» lui demanda-t-il. « Bien sûr que oui, répondit Hermione d'une voix étrangement aiguë et sans lever les yeux de son livre. Je suis très heureuse que nous ayons gagné et je trouve que tu as très bien joué, mais je dois lire ça pour lundi. » « Allez, Hermione, viens manger et boire quelque chose, dit Harry, en jetant un coup d'œil à Ron pour voir s'il semblait d'humeur à enterrer la hache de guerre. « C'est impossible, Harry, j'ai encore 422 pages à lire, » répliqua Hermione, qui paraissait au bord de la crise de nerfs. « De toute façon, » ajouta-t-elle en regardant Ron à son tour, « il ne veut pas que je fasse la fête avec vous. » Comme pour mettre fin à toute tentative de conciliation, Ron choisit ce moment précis pour lancer à haute voix. Si Croutard n'avait pas été dévoré, lui aussi aurait bien aimé manger quelques bonbons. Hermione fondit en larmes, et avant que Harry ait eu le temps de dire quoi que ce soit, elle referma l'énorme livre, le mit sous son bras et monta l'escalier qui menait au dortoir des filles. « Tu peux pas la laisser un peu tranquille ?» dit Harry à Ron à voix basse. « Non, » répliqua Ron. « Si au moins elle avait l'air de regretter ce qui s'est passé.
Elle ne voudra jamais avouer que c'est elle qui adore. Elle continue à se comporter comme si Croutard était simplement parti en vacances. La fête des Griffons d'Or ne prit fin qu'à 1 heure du matin, lorsque le professeur McGonagall apparut dans sa robe de chambre écossaise, les cheveux recouverts d'un filet, pour exiger que tout le monde aille se coucher. Épuisé, Harry se mit au lit, après avoir soigneusement fermé les rideaux de son baldaquin, et s'endormit presque immédiatement. Il fit alors un rêve étrange. Il marchait à travers une forêt, son éclair de feu sur l'épaule, en suivant quelque chose d'un blanc argenté qui se faufilait parmi les arbres et qu'il n'apercevait que par instant à travers le feuillage. Il hâtait le pas pour essayer de rattraper cette forme insolite, mais celle-ci accélérait également l'allure. Harry se mettait à courir et il entendait devant lui des sabots qui martelaient le sol à un rythme de plus en plus rapide. Bientôt, il courait à toutes jambes, tandis que retentissait un peu plus loin un galop effréné. Puis il arrivait soudain dans une clairière et... Ah non! Harry se réveilla en sursaut, comme si on venait de lui donner une gifle. Dans une obscurité totale, il chercha à tâtons les rideaux de son baldaquin. Il entendait des mouvements autour de lui, et la voix de Seamus Finnegan s'éleva à l'autre bout de la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ?» Harry crut entendre claquer la porte du dortoir. Il réussit enfin à écarter les rideaux, et au même moment, Dean Thomas alluma sa lampe. Ron était assis dans son lit, une expression d'intense terreur sur le visage. Les rideaux de son baldaquin étaient déchirés. « Black, Sirius Black, il était là avec un couteau. »« Quoi ? Là, à l'instant, il a déchiré les rideaux, il m'a réveillé. »« Tu es sûr que t'as pas fait un cauchemar, Ron ?» demanda Dean Thomas. « Regarde les rideaux, je te dis qu'il était là. » Ils sortirent tous de leur lit. Harry fut le premier à atteindre la porte du dortoir et ils dévalèrent l'escalier. Des portes s'ouvraient derrière eux et des voix ensommeillées s'élevaient de toutes parts. « Qui a crié ? Qu'est-ce que vous fabriquez ?» La salle commune était éclairée par les braises qui rougeoyaient encore dans la cheminée, mais elle était déserte. « T'es vraiment sûr que t'as pas rêvé, Ron ? » ?»« Je te dis que je l'ai vu. »« Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? McGonagall nous a dit d'aller nous coucher. » Quelques filles étaient descendues de leur dortoir, enfilant leur robe de chambre, le visage ensommeillé. Les garçons, eux, arrivaient en nombre. « Formidable, on continue la fête !» dit Fred Weasley d'un ton réjoui. « Tout le monde dans les dortoirs !» s'écria Percy qui surgit dans la salle commune en épinglant son insigne de préfet en chef sur le revers de son pyjama. « Percy, Sirius Black !» dit Ron d'une voix faible, dans le dortoir, avec un couteau. Il m'a réveillé. Un grand silence s'installa. « Absurde, » répliqua Percy déconcerté. « T'as trop mangé, Ron. C'était un cauchemar, tout simplement. »« Je te dis que non. » Bon, allez, maintenant ça suffit. Professeur McGonagall arriva à son tour. Elle s'avança dans la pièce en lançant des regards furieux. « Je suis enchantée que Gryffondor ait gagné le match, dit-elle. Mais tout cela devient ridicule. Percy, j'attendais mieux de votre part. »« Je n'ai absolument pas autorisé ce qui vient de se passer, professeur, » répliqua Percy en bombant le torse d'un air indigné. « J'étais en train de leur dire de remonter se coucher. Mon frère Ron a fait un cauchemar. »« C'était pas un cauchemar, » s'écria Ron. « Professeur, je me suis réveillée et Sirius Black se tenait devant moi, un couteau à la main. » Professeur McGonagall le regarda fixement. « Soyez pas ridicule, Weasley. Comment aurait-il pu franchir le portrait ?»« C'est à lui qu'il faut le demander, » répliqua Ron en pointant un index tremblant vers le portrait du chevalier du Cadogan. « Demandez-lui s'il a vu. » Après avoir lancé un regard soupçonneux à Ron, le professeur McGonagall repoussa le tableau qui masquait l'entrée de la salle commune et sortit dans le couloir. Tout le monde retint son souffle. « Chevalier du Cadogan, dit-elle, avez-vous laissé entrer un homme dans la tour de Gryffondor il y a quelques instants ? » « Sans aucun doute, gente dame, » s'écria le chevalier. « On te dit que non. » Il y eut un silence
s'indigna le professeur McGonagall. Mais le mot de passe, il les avait tous, assura fièrement le chevalier. Tous ceux de la semaine, écrits sur un morceau de papier. Il me les a lus l'un après l'autre. Le professeur McGonagall rentra